je vais répondre sans doute dans le désordre. On va essayer d'avancer dans le désordre. Parce que je pense que c'est parce qu'il y a du désordre que j'essaie d'écrire un livre. Enfin, on essaie tout d'écrire des livres. Et c'est ce qui m'intéresse, cette espèce de chaos qui est un chaos physique et également un chaos humain. Donc il y a une progression dans deux géographies que je voulais explorer, qui serait une géographie humaine, pour jouer un peu sur le dos des géographes classiques, mais une géographie humaine qui serait la géographie intérieure, donc cette espèce d'immense espace qui reste toujours à cartographie, avec des terres inconnues qui le demeurent, c'est bien ça qui est passionnant. Et puis l'autre géographie qui est plus une géographie extérieure et un chaos extérieur, qui est ce rapport de l'individu ou de l'individu en société avec le monde qu'il est en train de construire et de déconstruire en même temps. Quand je dis construire et déconstruire, c'est un monde physique qui lui est donné, un espace disons, naturel, mais qui n'est plus beaucoup. Et puis un espace naturel et qui est de moins en moins parce qu'il est aussi l'agent de sa propre déconstruction dans cet espace. Donc la combinaison des deux géographies, des deux soucis géographiques, je pense que c'est quelque chose qui, sans que je m'en rende compte, mais qui est sans doute à l'œuvre dans les petites choses que j'essaie d'écrire. Et l'importance du lieu, effectivement, elle est centrale à plus d'un titre. Et le paysage, si je peux me permettre de revenir à quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, sans doute influencé, sans que je m'en rende compte, parallèlement à l'écriture romanesque, j'ai aussi rédigé un moment une thèse, et la thèse s'appelait Géographie d'André Ardebey. Géographie au pluriel, d'André Ardebey, qui est un auteur qui était né en 1911, mort en 1974, qui me plaisait beaucoup, et me plaisait d'autant plus d'essayer de comprendre un petit peu son travail, il n'y avait quasiment rien eu sur lui, enfin, il n'y avait pas eu de travaux critiques. Et géographie, donc, vous voyez déjà, il y avait le problème du lieu, du paysage, et de cette fameuse géographie littéraire qui nous importe aussi. Et à l'époque, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je m'étais appuyé dans certains chapitres, je crois, de cette thèse, si je m'en souviens un peu, parce que j'oublie assez vite quand même. Je m'étais appuyé sur les actes d'un colloque qui avait été pour moi presque une révélation, d'un colloque qui s'était intitulé Mort du paysage, sous la direction, je crois, d'Augustin Berg, qui avait dû se tenir au début des années 80, et qui avait été vraiment un colloque fondateur sur la réflexion du paysage et sur l'invention du paysage. Et donc, j'ai beaucoup lu à cette époque où j'essayais de réfléchir sur ma thèse dans les années 90, des textes qui s'interrogeaient sur le paysage littéraire, le paysage pictural, le paysage réel, et sur cette fameuse invention qui moi, m'a ouvert l'esprit. Il y avait une formulation simple dans ces actes, qui était finalement qu'il n'existe que du pays, mais à partir du moment où l'homme fréquente un pays, le regarde, le pays devient paysage, si on schématise à l'extrême. Donc, que le plan, en tout état de cause, enfin en conclusion, le paysage est fondamentalement quelque chose d'humain, puisqu'il intègre l'homme dans le pays, et il donne ce produit qui est le paysage. Et ça m'a ouvert beaucoup à la fois une réflexion critique sur les textes sur lesquels j'ai travaillé, et puis aussi, je pense que ça a nourri mon propre rapport avec le pays et le propre paysage que j'essaie de construire au quotidien, dans ma vie d'homme privé, et puis au quotidien aussi, dans le versant d'écriture, c'est-à-dire ce rapport extrêmement, cette connexion très particulière qui fait qu'on arrive à intégrer un pays extérieur à soi-même et à le faire devenir ce que nous sommes. Donc c'est ce jeu entre le paysage classique, disons, et l'individu qui le contemple. Et vous citiez Gracq tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des grands écrivains du paysage, il en est un, mais il y a un moment qui m'a vraiment marqué dans l'accord symbolique, si on peut dire, entre la vibration d'un moi amoureux, en l'occurrence, et d'un moi souffrant, et d'un pays qui en épouse les souffrances et les variations, c'est Élise dans la vallée de Bataille, qui pour moi est le grand roman du paysage du XIXe siècle, parce que si on se souvient, eh bien, les amours d'Henriette varient, comme varie le paysage dans lequel elle vit.
ça, il a Balzac que j'admire beaucoup par ailleurs parce que c'est une sorte de tâcheron d'écriture. C'est quelqu'un qui écrit, on le sait, de façon très canomiste, et qui est capable de purs chefs-d'œuvre comme celui-ci, qui sont petits, et puis aussi de textes qui sont des raccommodages de 2-3 textes qu'il a déjà publiés ailleurs ou livrés à des journaux qui rassemblent pour faire un roman qui est une sorte de monstre. Je pense notamment à la fin de 30 ans, des choses comme ça. Donc je trouve que son grand génie est d'être aussi un romancier inégal et de ne pas avoir lésiné sur la quantité, même si on sait que c'est des circonstances quantitativement. Mais je déplore toujours qu'on soit dans un pays du peu. C'est-à-dire que généralement on admire beaucoup plus un écrivain qui a écrit 20 ans qu'un écrivain qui a écrit 10 en 2 ans. Ça, bon, je referme cette parenthèse, parce que ça c'est un autre chemin. Mais dans ce travail d'analyse des textes d'Arbelé, je me suis entouré de lectures qui n'étaient pas très à la mode non plus à l'époque. J'ai beaucoup relu Bachelard, lu et relu Bachelard. Et mon travail de critique s'est appuyé vraiment sur les textes de Bachelard, sur ce qu'a pu faire Richard après, alors que c'était Richard encore un peu, mais Bachelard dans les années 90 à l'université française, personne ne s'intéressait à ses travaux. Et moi je m'y intéressais beaucoup, et ça me plaisait énormément parce qu'on était dans une sorte alors là, d'autres pays. Bachelard est quelqu'un qui est très très ancré dans son terroir, il en parle beaucoup sur les éléments. Et en même temps qu'il essaye de développer un discours critique, il crée un discours politique. C'est-à-dire que c'est de la poésie, Bachelard. Je trouvais qu'il y avait des moments comme ça, il y avait de pure littérature qui s'échappent. Il y a quelque chose qui s'échappe de ce texte critique qu'il est en train de construire. Donc, ça c'est des textes sur lesquels je me suis appuyé. Comme je le disais tout à l'heure, sans être en ayant abandonné même l'idée de faire des études de philosophie, je me suis quand même toujours un peu intéressé à des textes de philosophie, mais en les lisant d'un point de vue d'incompétence, enfin de béotien total, sans chercher à entrer dans une pensée, à prétendre la maîtriser. Mais le texte d'Heidegger sur le chemin de campagne, je m'en suis beaucoup servi. C'est un texte très court qui est dans je ne sais plus quelle question faire. Bref, peu importe. Un texte court sur comment la naissance du paysage, de la marche, ce rapport entre l'homme marchand et le monde qui se déroule devant lui. Ça a été un texte important. On parlait de Gracq tout à l'heure, le plus beau texte de Gracq, enfin, pour moi, celui que je préfère, de façon très subjective, celui que je préfère, c'est ce petit texte qui s'appelle Les eaux étroites. C'est un très bref livre où en fait Gracq raconte une promenade en barque qui est à la fois une promenade dans le paysage, le paysage se dévoile, se découvre, naît au moment où le promeneur embarque le parcours, comme naît ce paysage au moment où Gracq lui-même écrit cette promenade en barque, et en même temps, ce paysage est nourri et doublé par le paysage littéraire que fait naître la promenade physique. Donc il y a une sorte comme ça de parfait emboîtage dans ce très très court texte de Gracq qui m'a toujours beaucoup touché. Je terminerai parce que je ne veux pas être trop long. Sur le lieu souffrant, là moi je m'en suis beaucoup expliqué. Ici on comprend assez facilement, donc je vais être très bref, mais je m'en suis beaucoup expliqué alors ailleurs en France, mais surtout à l'étranger. C'est vrai que étant né dans l'Est de la France, que ce soit en Lorraine ou en Alsace, on a quand même une sensibilité à cette souffrance guerrière. Oui. On revient à Gracq, la souffrance de la frontière, ou l'espérance même de la frontière. Le thème de la frontière chez Gracq, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et moi, depuis l'enfance, je suis fasciné par ça. Je savais, enfant, que j'étais au bord de quelque chose. Que j'étais sur une frange. Que de l'autre côté, il y avait des gens semblables à moi et très différents. Que des guerres nous avaient opposés. Et je vivais dans un paysage marqué par la guerre, puisqu'il y avait l'aspect mémoriel de la guerre, avec les monuments aux morts. Il y avait l'aspect mausoléen de la guerre, avec les cimetières militaires qui étaient tout autour de Bativier. Et il y avait l'aspect étrangement palpable de la guerre, avec les tranchées, les trous d'obus dans lesquels je jouais,
des morceaux de casque que je retrouvais, parfois les os, ce qui m'arrive encore aujourd'hui. Quand je vais tomber dans la forêt, trouver des obus, enfin on le sait bien. Donc il y avait une fréquentation comme ça dès l'enfance d'un lieu qui était un lieu de beauté absolue paysagère, surtout dans des jeux comme celui-ci, avec cette nature printanière, et en même temps avec son envers. Avec son envers, qui était tout ce que je découvrais de monuments morts, de tombes, de matériaux humains ou guerriers enfouis que la terre livrait, accouchait régulièrement comme ça, de vestiges. On parlait d'hommes qui avaient été là avant, qui avaient été là pour se battre, pour en tuer d'autres. Et je terminerai juste par un paradoxe du Dieu, qui est quelque chose d'assez cocasse, c'est que j'ai été élevé donc, en Lorraine par des familles, pour aller vite Lorraine, disons, qui ont été marquées, qui ont souffert de guerre, des morts, des exactions, etc. Donc, et tous les dimanches, quasiment, j'entendais parler de façon lancinante, comme une litanie, des sales boches qui avaient tué tel canton, un cousin, qui avait volé la vache, le cochon, etc., pour donner des maisons. Donc, tout le temps. Et donc, je me nourrissais, non pas de cette haine, mais de cette espèce de discours comme ça, très violent. Et paradoxalement, alors, j'en étais stupéfait, lorsqu'il y avait un jour ou deux de libre dans nos familles, on décidait de partir comme ça en voiture pour une journée ou deux journées notamment, ou en Allemagne. Et j'entendais les mêmes adultes qui m'avaient tenu ces discours pendant tous les dimanches s'extasier devant la beauté du village allemand, la sympathie des Allemands, l'ordre, le propriétaire, tout ce que je voulais. Donc je suis le pur produit, je pense, de ces deux discours, de ce double discours que j'ai réussi à concilier, parce que je ne suis pas du tout ni dans l'admiration béate, ni dans le discours qualitatif. Mais pour un enfant de 6-7 ans, c'est assez curieux en fait, d'avoir de la part des mêmes bouches, des mêmes personnes qu'on aime, on a confiance évidemment, c'est parents, en tout cas c'était mon cas, un discours comme ça qui passe de la nuit